Bonjour à tous, désolé pour ce petit retard. Donc, aujourd'hui, je vous présente un webinaire sur la problématique des comptes bancaires détenus à l'étranger. Donc, je me présente, Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, avocat fiscaliste. Et aujourd'hui, on traite d'un sujet que l'on suit au cabinet quasiment depuis 2013. Donc, on va bientôt avoir fait un tour de cadran et on arrive plutôt à la fin de l'histoire et c'est pour ça que je souhaitais vous parler de cette problématique et de ce sujet qui reste d'actualité encore aujourd'hui. Alors, il y a encore d'actualité même si la cellule de régularisation a fermé parce que l'administration a mis en place une possibilité de régulariser spontanément, ce qui est de plus en plus rare, mais surtout des brigades de contrôle. Et depuis février 2020 et le premier échange automatique réalisé avec les pays de l'OCDE, euh, la France détient un certain nombre d'informations. Elle a été relativement stoppée par l'épidémie de Covid, mais lorsque moi j'en parle avec des responsables de l'administration fiscale, ils expliquent que c'est pas grave parce qu'au regard d'une prescription de 10 années, ils sont pas à une problématique près ou à un délai d'un an près. Et on le voit d'ailleurs, on voit un flux continu de contrôle. Il faut savoir qu'on parle de centaines de milliers de comptes dont ils ont obtenu des informations. Alors, ça va aussi bien du compte Revolut ouvert et pas déclaré parce que la personne ne pense pas que, s'agissant d'une simple carte bancaire, c'est un compte bancaire et donc il y a une obligation de déclaration, ou de comptes plus anciens situés dans certains pays de l'OCDE ou ailleurs. Le mécanisme marche relativement bien parce que il faut savoir que lorsque l'administration fiscale française a l'information, elle précoche une case dans la déclaration d'impôt. Et ça marche tellement bien que sur nos clients non résidents, ils ont eu des informations et donc ils ont précoché la case. Alors après, l'administration a sorti un communiqué de presse pour demander aux spécialistes, principalement des avocats fiscalistes et quelques experts comptables qui connaissent le sujet, de ne pas en tenir compte et de ne pas faire de déclaration 3916 au titre de non-résidents, puisque l'obligation d'information sur les comptes bancaires ne concerne que les résidents fiscaux français. Alors, on va peut-être commencer par là, avant de rentrer sur le contrôle. Il n'est pas interdit aujourd'hui, ou il n'est plus interdit par rapport à une époque qui commence à être un peu lointaine, de détenir un compte à l'étranger. Par contre, il est interdit de ne pas le déclarer et de ne pas déclarer les revenus que l'on tire de ce compte bancaire. On a donc annuellement une déclaration 3916 qui doit être remplie. Alors, c'est un peu amusant parce que cette déclaration n'avait quasiment pas bougé. Elle a été entièrement faite par l'administration fiscale dans le cadre des déclarations pour l'année 2020. Alors là, on est arrivé sur ce que l'administration fiscale sait le mieux le faire, c'est-à-dire une déclaration hyper détaillée où pour la remplir, il faut commencer à être un professionnel du droit et de la fiscalité. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de compte bancaire? On a deux éléments en termes de contrôle. Premier élément, quand l'administration a l'information et que l'information n'est pas... Alors, je vais changer de page, ça va être plus simple. Et lorsque l'information ne lui paraît pas cohérente, elle envoie un courrier à l'administration. Alors, je vous ai pris un exemple de courrier reçu par une de mes clientes. Euh, alors, je ne vous ai pas pris le premier courrier volontairement, je vous ai pris le deuxième courrier. Donc, c'est envoyé par des cellules spécialisées. D'ailleurs, c'est une de mes clientes qui est sur Tours, donc on n'est pas obligatoirement sur Paris, on peut être partout en France. Il ne faut pas croire que si on est un peu loin de Paris, on n'est pas contrôlé. Et donc, ils expliquent à ma cliente qu'ils lui ont écrit le 8 octobre 2020 qu'elle l'avait appelé pour rentrer en contact
Depuis cette date, ils n'ont pas d'information, donc ils la relancent. Le premier courrier envoyé ne porte jamais la mention des comptes bancaires. Le premier courrier est dire « On a eu des informations, vous avez des comptes à l'étranger, veuillez vous remplir vos obligations » et notamment les obligations précisées par l'article 1649A du Code général des impôts. Et après, on est sur le droit de reprise de l'article L169 du livre des procédures fiscales. Donc, on demande la communication de documents. Je trouve que ma cliente n'avait pas et ne pouvait pas obtenir les documents parce qu'avec le Covid, ça signifiait d'avoir des copies de comptes bancaires et que c'est aujourd'hui très compliqué de les obtenir. Et donc, elle reçoit un deuxième courrier où on lui rappelle l'obligation de faire une déclaration, que le délai de reprise est de 10 ans. Et puis, alors vous voyez, je l'ai un peu caché parce que ça pourrait être un peu plus problématique, un numéro de compte bancaire. Je trouve que ma cliente a 3 comptes bancaires dans un pays étranger. Et alors ça prouve que l'administration a les infos. Et donc, l'administration s'attend à recevoir les éléments. Alors, que demande l'administration? Elle demande des éléments qui vont lui permettre de remplir une éventuelle déclaration d'impôt sur le revenu, une éventuelle déclaration d'impôt sur la fortune jusqu'en 2017, et puis l'origine des fonds. On va voir sur l'origine des fonds, ce sera le deuxième aspect extrêmement important avec la décision du Conseil constitutionnel. Donc, généralement, nos clients nous saisissent, on intervient auprès d'une banque étrangère, on leur dit quels sont les revenus. Donc, on nous donne un document qui ressemble à l'IFU que l'on a l'habitude de recevoir d'une banque française, généralement au mois de février ou mars, qui récapitule les intérêts, les crédits d'impôt et autres. Et puis, on demande la copie des comptes bancaires pour pouvoir éventuellement voir d'autres mouvements, notamment des sommes qui auraient été portées au crédit. Donc, l'intérêt de voir les sommes portées au crédit, c'est que l'administration va dire « mais ok, vous me déclarez des revenus, mais je me rends compte que vous avez mis sur ce compte bancaire 5 000, 10 000, 100 000, 200 000 euros à telle période au cours des 10 dernières années. Donc, justifiez-moi qu'il ne s'agisse pas de revenus d'origine indéterminée. » Alors, soit on prouve qu'il s'agit d'un virement venant de France, c'est relativement rare, mais ça peut exister, ou on n'arrive pas à démontrer ce que c'est, et donc on va aller sur un revenu d'origine indéterminée qui sera taxé à l'impôt sur le revenu. Tout ça avec des pénalités une fois que l'administration aura calculé l'impôt sur le revenu. Alors l'impôt sur le revenu est relativement peu élevé parce qu'on se rend compte qu'au cours des 10 dernières années, la rentabilité des comptes bancaires est quasi nulle lorsqu'elle existe. Parce que lorsqu'on prend les revenus moins les frais de gestion, c'est pas significatif. Donc, il n'est pas très grave d'avoir une pénalité de 45% sur ça. Après, on passe à l'impôt sur la fortune. Alors, bien expliquer que l'impôt sur la fortune s'arrête au 1er janvier 2017, puisqu'après, il est substitué et remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, qui, par définition, ne tient pas compte des comptes bancaires. Donc, on va rajouter les sommes qui sont sur le compte. On va rajouter sur le ou les comptes d'ailleurs, 50 000, 100 000, 500 000 euros, plus, moins, peu importe. Et au passif, nous, on va aller rajouter le coût fiscal de la régularisation. On sait que si on a un compte à 500 000 euros et qu'on va avoir des pénalités, de l'intérêt de retard, des majorations à l'impôt sur le revenu et à l'IFI, ben on va le mettre au passif. Donc, et tout ça sur 10 ans. Donc, il faut vraiment avoir les documents. Aujourd'hui, la vraie problématique, ce sont les documents. On a, quelles que soient les destinations dans le monde, ça peut mettre pas mal de temps. C'est-à-dire qu'on a des délais généralement supérieurs à 6 mois pour obtenir les informations. C'est pour ça que lorsqu'on reçoit un tel courrier de la part de l'administration fiscale, il faut absolument réagir, parce que de toute façon, l'administration a l'information, donc
Ça ne sert à rien de penser qu'ils ne vont pas réécrire et après aller au bout du raisonnement et expliquer qu'on a demandé les documents, le démontrer, le faire par le biais de courriers recommandés internationaux ou faire intervenir sur place des avocats pour ne pas être pris à défaut. Petite subtilité, on a certaines banques qui sont amenées à donner des comptes bancaires en langue étrangère. À part l'anglais, les autres langues passent difficilement auprès de l'administration fiscale. Donc, si vous voulez éviter d'avoir des frais de traduction de plusieurs milliers d'euros, c'est aussi un élément à demander auprès de la banque. Donc, on voit qu'on a un sujet d'impôt sur le revenu, un sujet d'impôt sur la fortune, et puis on a un sujet d'origine des fonds. L'administration va vous demander de justifier de l'origine des fonds. Alors, elle était relativement bienveillante dans le cadre des régularisations, parce qu'elle en avait tellement qu'elle gérait, elle partait du principe qu'elle allait refaire rentrer l'argent dans le flux normal de l'économie. À partir du moment où les régularisations aient cessé et qu'on est dans un process de vérification et de contrôle, elle est beaucoup plus stricte. Donc, soit on est capable de donner l'information, soit on n'est pas capable, et c'est là que la catastrophe arrive. Alors, la catastrophe, c'est l'article L23C du Code général des impôts. Alors, je vais vous le traduire parce que lorsqu'on le lit, on ne voit pas obligatoirement ce qui se passe et quelles sont les incidences. L'administration demande des informations et vous avez un délai de 60 jours pour justifier de l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs situés sur les comptes bancaires à l'étranger. Si dans un délai de 60 jours, vous ne donnez pas les informations, vous risquez une amende égale à 60% des sommes présentes sur le compte bancaire. Alors, on va dire jusqu'en 2020, c'était quasiment pas utilisé, très peu. Ça devient aujourd'hui la norme. Donc, lorsque on a des clients qui viennent nous voir sur cette problématique-là, je leur explique que l'impôt sur le revenu, l'ISF, l'amende de détention de 1 500 € par an pour non-déclaration de compte bancaire, c'est du travail, mais c'est un travail un peu mécanique quand on est fiscaliste et qu'on a compris comment ça se faisait. Là, on rentre dans une vraie problématique de droit. Alors, vraie problématique, et c'est pour ça que j'ai souhaité aujourd'hui ce webinaire, parce qu'on a une décision du Conseil constitutionnel du 15 octobre qui dit qu'au regard des objectifs qui est de, on va dire, lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, cette disposition est constitutionnelle. Et donc, depuis le 15 octobre, donc on est quasiment à 2 mois, j'ai un dossier par semaine qui arrive, 2 personnes qui ont l'amende à 60%. Alors, il y a des moyens de se défendre, mais l'administration commence et on sent un changement vraiment au niveau de nos interlocuteurs, va rentrer de plus en plus vers l'utilisation de cette disposition. Il faut bien comprendre, il s'agit d'une présomption simple et donc on peut être amené à apporter la preuve contraire. Le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi sur les modalités de se défendre au regard de cette disposition. Le Conseil constitutionnel a été saisi sur la constitutionnalité de cette disposition. Maintenant, le sujet, c'est comment l'administration l'utilise. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un dossier sur une cliente où on parle d'un compte en Suisse de l'ordre de 300 000 €, mais à la limite, peu importe le montant. Il s'agit de personnes qui vivaient à l'étranger, qui arrivent en France dans les années 80. Ils ont un compte en Suisse et puis l'administration le trouve et nous dit si vous ne justifiez pas, je mets une amende de 60%. Donc, ils ont mis l'amende, mais
On leur avait donné des éléments, on leur avait prouvé qu'on avait des virements entre une banque française et une banque suisse, un certain nombre d'éléments sur la banque suisse, et l'administration, elle nous répond quoi? Elle nous dit, mais vous ne me donnez pas tous les relevés bancaires. Alors, c'est une histoire qui remonte quasiment sur une trentaine d'années. Et là, j'explique à l'administration, mais vous êtes en train de pervertir cette disposition parce que d'une présomption simple, ça devient une présomption irréfragable puisque vous me demandez des comptes bancaires, des copies de comptes bancaires, alors que en droit interne, on vous explique que vous devez conserver vos comptes bancaires 10 ans, que les banques ont l'obligation de conserver les documents 10 ans et qu'on dit, si vous ne me donnez pas sur 30 ans les comptes bancaires, je ne vais pas réussir à suivre l'évolution du compte. Et donc, c'est là où on arrive sur une vraie problématique, c'est que l'administration, maintenant, se dit, je balance, et puis on va voir comment on va fonctionner et ce qu'on va nous répondre en face. Alors, on a des sujets différents parce que plus le compte bancaire est récent, plus effectivement on peut penser qu'on a une problématique de 60% et donc de donation déguisée. Je m'explique, quand vous avez une cliente qui a 30 ans et que ce compte bancaire a été ouvert il y a 10 ans et qu'elle se retrouve, on va dire, il y a 12 ans, donc on n'arrive pas à voir ce qui se passe au moment de l'ouverture, mais qu'elle a entre 100 000 et 500 000 euros sur le compte, on peut douter qu'à cet âge-là, elle l'ait gagné d'un seul tenant et du fait de son travail. Donc, on peut comprendre l'utilisation de cette disposition dans ce cadre-là. Mais aller chercher des vieux comptes sur des personnes qui ont plus de 60 ans ou des fois plus de 70 ans, en leur disant je vais requalifier et j'utilise les dispositions de l'article L23C et je vous mets une amende de 60%, c'est quand même un peu dur. Alors pourquoi 60%? Parce qu'on considère que on doit traiter cette somme de la même manière que si vous avez fait l'objet d'une donation par un tiers. Et les donations entre personnes qui n'ont pas de liens familiaux sont taxées à 60%. Donc, cette disposition validée le 15 octobre par le Conseil constitutionnel, on va dire que la validation était plutôt classique, fait l'objet aujourd'hui de la part de l'administration d'une utilisation plutôt intensive. Donc, il faut vraiment se prémunir. Le vrai sujet lorsque on a eu un compte bancaire, c'est comment se protéger de cette disposition. Alors moi, j'aime bien expliquer à mes clients qu'on va aller chercher un faisceau d'indices. Où est-ce qu'ils ont résidé? Quelle était leur activité? Est-ce qu'ils sont salariés, commerçants? Est-ce qu'ils ont des copies de compte bancaire? Alors, la copie du compte bancaire est totalement illusoire parce que les personnes qui avaient ces comptes à l'étranger, de toutes les manières, ils avaient tellement peur de se faire attraper par l'administration fiscale que dès qu'ils avaient un document, ils le brûlaient, ils le déchiraient, il disparaissait. Donc voilà. Aujourd'hui, on est rentré sur un mécanisme où généralement les personnes, lorsqu'elles ouvrent un compte bancaire, vont le déclarer. Sur le passé, si l'administration a des informations, et ils en ont encore beaucoup, ne pensez pas que parce que vous auriez fait une première déclaration de compte bancaire en 2020 ou 2021 en indiquant que le compte a été ouvert en 2020 ou 2021 et que le compte a en réalité 15 ans, que l'administration ne va pas vous trouver. Dans le cadre de l'échange, l'administration a des informations sur le montant et sur la date d'ouverture du compte bancaire. Donc, il faut absolument se méfier et préparer un dossier pour pouvoir se protéger de cette disposition liée à l'application des 60%. Sinon, vous allez voir qu'on se trouve dans une situation plutôt catastrophique et qui s'accélère rapidement parce qu'on n'est pas dans un process de vérification normal. À partir du moment où vous avez reçu cette demande, les 60 jours sont passés, vous avez répondu, et si l'administration n'est pas d'accord avec vous, on va sur du recouvrement.
Et donc, vous allez rapidement aussi au tribunal et l'administration va vous demander de payer ou vous demander un sursis de paiement pour pouvoir contester le temps de la procédure de première instance. Donc, voilà sur les éléments nouveaux, un peu comment ça se déroule aujourd'hui. Ne jamais laisser un simple courrier de l'administration sans réponse. Il faut contacter, il faut pouvoir répondre à l'administration fiscale et tenter de trouver les éléments qui vont permettre d'éviter l'amende de 60%. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais regarder s'il y a des questions. Confirmez-vous qu'un non-résident fiscal en France n'est pas obligé de déclarer ses comptes bancaires à l'étranger? Bien évidemment, ça ne concerne que les résidents fiscaux français. Pourquoi? Parce que le résident fiscal français, il a une obligation de déclaration sur son patrimoine et ses revenus mondiaux. À partir du moment où vous êtes résident fiscal étranger, alors ça ne veut pas dire que la France n'a pas le droit de vous poser des questions, mais elle ne peut pas vous poser des questions concernant des comptes bancaires qui sont ouverts à l'étranger alors que vous êtes résident fiscal étranger. Donc, l'administration ne pourra pas venir vers vous et remettre en cause cette obligation en disant vous êtes. Il faudrait d'abord qu'elle requalifie la résidence fiscale, qu'elle considère que vous êtes résident fiscaux français pour aller chercher les comptes bancaires. Et dernier point concernant les États-Unis ne sont pas signataires. Alors, c'est un peu amusant parce que c'est Barack Obama qui a poussé à la levée du secret bancaire, mais le meilleur endroit aujourd'hui pour cacher de l'argent, ça reste quand même les États-Unis. Alors, Biden, à l'origine, expliquait que lui ouvrirait un peu les informations. C'est pas obligatoirement réel parce que, de toute façon, les États-Unis ont bien compris l'enjeu qui existait pour eux. Donc voilà. Mais néanmoins, même un compte aux États-Unis, aujourd'hui, c'est très compliqué de mouvementer des comptes à l'international lorsqu'on est non-résident. Donc voilà. J'espère que vous avez compris tous les éléments essentiels. Alors, tous les pays, on est en train de mettre une liste de pays, qu'on soit clair, tous les pays participent. Vous avez la France a signé des conventions bilatérales avec près de 130 pays. Donc, à part des îles au fin fond du monde, je ne connais pas beaucoup d'États qui n'ont pas signé parce que derrière, ils avaient des représailles de l'Union européenne et donc ça ne passait pas. Tout le monde aujourd'hui communique, puis aussi parce qu'il y a une responsabilité de la part des établissements bancaires. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire du cabinet CBA.